particulier que les positions clés permettant un réel contrôle par la terreur demeuraient toutes entre les mains des Juifs. Il s'agissait des camps de concentration et des camps de travail contrôlés par un triumvirat juif qui contenait peut-être 7 millions de Russes. Tous les prisonniers soviétiques dépendaient d'un commissaire juif du peuple. L'intégralité du système de publication et de diffusion d'informations, censure incluse, et le système fondamental talmudique des commissaires politiques du peuple par lesquels les forces armées étaient maintenues sous une discipline terroriste. En 1938, un certain Budenko, qui occupait un poste subalterne au sein du service de la diplomatie soviétique, s'enfuit en Italie au lieu d'obéir à un ordre de retour de Bucarest vers Moscou. Il déclara dans la Giornale d'Italia que la nouvelle classe dirigeante était presque totalement juive, particulièrement en Ukraine, où l'intégralité de l'administration et de l'industrie était entre de telles mains. Il s'agissait d'une politique délibérée subie par Moscou. Ainsi, l'identité des chefs de la révolution ne changea-t-elle pas beaucoup entre 1917 et 1939. Ils quittèrent la plupart des postes les plus exposés, mais conservent les vrais leviers de contrôle. Et puis le brouillard de la guerre s'abattit, et la période suivante où l'on peut à nouveau étudier cette question est la fin de la Seconde Guerre et de l'après-guerre, 1945 et les années qui suivirent. Avant même le début de la Seconde Guerre, les objectifs guerriers de la Révolution avaient été publiquement définis par Staline au cours du 3e congrès du Comintern à Moscou en mai 1938. Ouvrez les guillemets, le renouveau de l'action révolutionnaire sur une échelle suffisamment importante ne sera possible que si nous réussissons à utiliser les désaccords existants entre les pays capitalistes afin de les jeter les uns contre les autres dans un conflit armé. Toute guerre véritablement généralisée devrait inévitablement se conclure par une révolution. L'essentiel de la tâche de nos camarades de parti dans les pays étrangers consiste par conséquent à faciliter le déclenchement d'un tel conflit. Le lecteur remarqua qu'il s'agit de la seule déclaration d'objectif guerrier qui fut imperturbablement poursuivie tout au long du conflit qui allait s'ensuivre. Conflit déclenché avec succès par le pacte entre Hitler et Staline. Les dirigeants occidentaux, en se soustrayant à leurs propres objectifs guerriers établis antérieurement et en abandonnant la moitié de l'Europe à la Révolution, assurèrent l'accomplissement des objectifs guerriers mentionnés plus haut. Alors quel dirigeant de la Révolution imposa-t-elle aux pays d'Europe de l'Est qui lui furent abandonnés en 1945? Il apparaît à nouveau l'opportunité de vérifier l'identité de la force directrice agissant derrière la Révolution. Le choix était libre. La Révolution n'avait aucun besoin d'imposer des gouvernements juifs à ces douzaines de pays qui lui étaient abandonnés, sauf s'il s'agissait d'une politique délibérée. Dans la Pologne communisée, l'ambassade des États-Unis, M. Arthur Bliss Land, remarqua la prévalence de juifs, la plupart d'entre eux des étrangers, aux postes clés du régime terroriste. Le commandant Tufton B. Mitch, membre du Parlement britannique, écrivait: la plupart des communistes les plus puissants d'Europe de l'Est sont des juifs. J'ai été surpris et choqué de découvrir l'importante proportion de juifs au sein des effectifs de la police secrète. Le territoire de 1919, Matia Rákosi, né en Roth, en Yougoslavie, retourna en Hongrie communiste en 1945 en tant que Premier ministre et à cette occasion disposa du soutien de l'Armée rouge pour conserver son poste. 8 années plus tard, 1953, l'Associated Press rapporta que 90% des hauts fonctionnaires au sein du régime communiste hongrois étaient des juifs, y compris le Premier ministre Matyas Rákosi. Cette même année, le Times de Londres annonça que le cabinet de M. Rákosi était majoritairement juif. Le magazine Time de New York parla du gouvernement à forte composante juive. 90% des postes les plus élevés du Premier ministre Matyas Rákosi, qui est lui-même juif en Hongrie comme dans les autres pays envahis par le communisme. L'attaque spécifique contre le communisme commença immédiatement avec l'emprisonnement des dignitaires
ecclésiastique. Le cas qui attire le plus l'attention de la communauté internationale fut l'arrestation du cardinal Midzensti, emprisonné pour trahison. La source de cette initiative fut révélée par une déclaration adressée aux Juifs du monde entier en 1949 par le Bureau central des Juifs de Hongrie, l'Organisation sioniste de Hongrie et la section hongroise du Congrès juif mondial qui dirent, ouvrez les guillemets, c'est avec un grand soulagement que les Juifs de Hongrie ont appris l'arrestation du cardinal Midzensti. Par cette action, le gouvernement hongrois a envoyé le chef de clique voué au pogrom à la passe qui lui mérite. À propos de la Tchécoslovaquie communisée, le New Statesman de Londres, une référence fiable sur ces sujets, écrivit 7 ans après la fin de la guerre. La Tchécoslovaquie, comme ailleurs en Europe centrale et au sud-est, les intellectuels du parti et les hommes clés au sein de la police secrète sont majoritairement d'origine juive. À propos de la Roumanie, le New York Times Herald Tribune rapporta en 1953, 8 ans après la fin de la guerre, ouvrez les guillemets, la Roumanie, de même que la Hongrie, dispose probablement du plus grand nombre de juifs au sein de leur administration. En Roumanie, la terreur faisait rage sous la houlette d'Anna Poker, une juive dont le père, qui était rabbin, et le frère étaient installés en Israël. Il s'agit d'un cas intéressant de dissension au sein d'une famille juive, comme celle qui fut décrite par le docteur Weizmann dans le récit de sa jeunesse en Russie, où les maisonnées étaient partagées entre le communisme révolutionnaire et le sionisme révolutionnaire. Madame Poker utilisa son poste pour permettre à son père de quitter la Roumanie à destination d'Israël, bien que, comme son frère le soulignait, la politique du parti est de garder les Juifs en Roumanie. Le rôle joué par est manifestement donné avec une considération certaine aux femmes dans la Révolution depuis l'époque de la vieille dame qui tricotait aux abords de la guillotine, revêtent un intérêt particulier pour les chercheurs souhaitant comparer les méthodes utilisées par la Révolution et les costumes des tribus africaines sauvages. Dans l'Allemagne de l'Est communiste, le règne de la terreur était présidé par une certaine Fraude Hilde Benjamin, qui fut d'abord nommée vice-présidente de la Cour suprême et puis ministre de la Justice. Hilde la Rouge est généralement décrite par la presse comme étant juive, et l'atrocité de son régime ne fait aucun doute, le Times de Londres étant même allé jusqu'à l'appeler la terrifiante Fraude Benjamin. En 2 ans, près de 2 millions d'Allemands de l'Est furent condamnés sous sa houlette pour crimes politiques. Elle présida plusieurs procès-spectacles inspirés du modèle soviétique où les accusés devaient répondre de chefs d'inculpation tels que leur appartenance à la secte des témoins de Jéhovah. La population de l'Allemagne de l'Est communiste comptait 17 313 700 habitants d'après le recensement de 1946 et parmi ceux-ci seulement 2 000 à 4 000 juifs si les estimations de sources juives sont correctes à propos de cette minuscule minorité. Le Zionist Record de Johannesburg rapporta en 1950 que la vie dans les territoires de l'Est a apporté des changements très positifs. Une grande partie d'entre eux occupent aujourd'hui des postes élevés au sein du gouvernement et de l'administration, postes qui, en Allemagne, n'avaient jamais été occupés auparavant par des juifs, et que, bien que tout parle de démocratie, ils ne peuvent toujours pas occuper en Allemagne de l'Ouest. Plusieurs juifs occupent des postes importants au sein des ministères de l'information, de l'industrie et de la justice. Le juge de la Cour suprême dans les secteurs de Est de Berlin est juif, ainsi que plusieurs juifs doyens dans les provinces situées à l'extérieur de Berlin au sein de la presse écrite, également comme dans le milieu du théâtre. Un nombre assez considérable de juifs ont obtenu des postes à responsabilité. Même 4 000 juifs ne pouvaient probablement occuper tous ces postes haut placés, et le même journal déclare dans une autre édition, lorsque les forces d'occupation russes furent déployées peu de temps après la guerre, il y avait de nombreux juifs qui occupaient des postes clés et jouissaient d'un rang élevé au sein de l'administration soviétique. Ces postes incluaient des juifs qui avaient vécu en Russie et qui avaient rejoint l'Allemagne et l'Autriche en tant que membres de l'armée rouge, ainsi que les juifs venant des États baltes de Lettonie, de Lituanie, territoire qui avait été annexé par la Russie au cours des 10 années précédentes.
Ceci amène le récit pratiquement à notre époque et les événements restants seront traités dans un chapitre de conclusion lorsque la Révolution se répandit jusque dans les territoires qui lui furent cédés par l'Occident en 1945. L'histoire qui s'était produite en 1917 et en 1918 en Russie se répéta, une vengeance talmudique fut portée et des gouvernements juifs furent sciemment établis de tous parts. Cette situation ne connut pas de grands changements réels ou apparents durant les 8 années qui suivirent. Ce qui fut fait réaffirma une fois de plus la nature de la révolution, de sa force directrice et de sa finalité talmudique, satanique.